Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Lucie et vous ouvre une nouvelle fois les portes de mon podcast engagé à voix libre. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Thierry Rebolo. Nous nous sommes croisés la première fois à la faculté de Bordeaux où il était venu jouer son spectacle Bipolaire, Be Happy. Dans cet épisode, nous allons donc parler de son cerveau qui lui joue des tours en phase maniaque, de sa première décompensation en Australie, mais aussi de sa stabilisation d'aujourd'hui qui lui permet de réaliser ses projets artistiques. Un épisode qui, vous vous en doutez, me tient à cœur dans mon combat de déstigmatiser les handicaps psychiques. Bonne écoute! Bonjour Thierry. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation suite à ton confestacle Bipolaire, Be Happy que tu es venu jouer à la faculté de Bordeaux. Merci Lucie, oui. T'es content? Je suis très content. C'est un bon début d'intro, ça, déjà. Non, je suis... Ça commence bien. Oui, non, mais écoute, moi, c'est mon premier podcast, donc je suis impressionné. En plus, je vois que t'as fait déjà pas mal de choses. Et oui, je suis ravi de causer avec toi de mon confestacle et puis de plein d'autres choses. Je crois qu'on va aborder pas mal d'aspects de mon parcours. Oui, c'est ça. Alors, écoute, dimanche 9 juin, donc dimanche dernier, jour des élections européennes 2024, toi, tu étais en même temps le visage et le porte-parole d'une marche qui s'était organisée avec le Psychodon contre la stigmatisation des troubles psychiques. Et donc, sur Bordeaux, ça s'est tenu au jardin public. Alors, comme j'étais pas là, élection oblige, vu qu'en plus j'étais candidate et que je devais me tenir à un certain silence, comme tu sais peut-être, je voudrais que tu nous fasses un petit retour sur cet événement pour commencer. Alors oui, cet événement en fait initié par le Psychodon, comme tu l'as dit, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu grand monde. Il n'y a pas eu grand monde parce que sur Bordeaux, visiblement, le Psychodon, tout ce que fait le Psychodon n'est pas assez entendu. Et bien que j'ai communiqué pas mal au travers de mon réseau, il y a pas mal de gens qui me soutenaient, on était 7. Donc ça fait pas... En tout et pour tout ? En tout et pour tout, en comptant mon frère, des amis et des amis d'amis. Voilà. Heureusement, il y avait une ambassadrice du pôle handicap de l'université de Bordeaux qui était là, qui représentait l'université de Bordeaux. Mais il n'y a pas eu grand monde. Alors... Pourquoi ? On peut se poser la question. Je pense qu'en fait, comme je l'ai dit au fondateur du Psychodon, le mieux, ça serait de faire appel à une association plutôt qu'à un individu comme moi, par exemple, pour avoir plus de poids. Moi, je pense que tu étais tout à fait légitime, en fait, à ouvrir cette marche. Maintenant, est-ce que beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes se sentent concernés par la question du handicap ? Et d'autant plus par la question du handicap psychique, qui reste quand même un peu tabou. Oui, c'est vrai, comme tu le disais, en fait, j'avais dit oui pour dire non à la stigmatisation des troubles psychiques, du handicap psychique. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot et ça me fait penser d'ailleurs à une phrase que m'a sortie un copain à l'issue d'un confestacle. Et qui m'avait dit, oui, ton confestacle, qui s'appelle Bipolaire, Be Happy, m'a dit, ton confestacle, c'est super, mais par contre, quand on te connaît, on dirait pas que t'es fou. Et j'ai trouvé ça choquant. Et en même temps, je me suis dit, il y a du boulot, quoi. Il y a du pain sur la planche. Donc, l'idée, c'était de rassembler le plus de monde possible dans cette marche, pour lutter contre la stigmatisation. Mais bon, à Bordeaux, il n'y a pas eu grand monde. Et du coup, je vais revenir quand même en arrière parce que je me rends compte que je t'ai posé cette question sans même te demander de te présenter et sans même aussi expliciter que confestacle est quand même une association des mots conférence et spectacle, donc un format un petit peu particulier. Si toi aujourd'hui tu devais te présenter qui tu es, ce que tu fais, tu nous dirais quoi ? Alors, je suis terrien avant tout. J'habite sur la planète Terre la plupart du temps. La plupart du temps, oui.
Oui, et puis donc voilà, d'un côté je travaille à temps partiel à l'université de Bordeaux en tant qu'adjoint administratif où je participe à l'organisation de colloques, de conférences, de soutenance de thèse. Et à côté de ça, j'ai monté le 1er janvier 2023, j'ai monté une entreprise individuelle en tant qu'artiste-auteur pour donner vie à mon confestacle, donc qui est un mix effectivement entre le mot conférence et spectacle, ou confession spectacle, qui en fait est un témoignage mis en scène. C'est un seul en scène pendant 1 heure à 1h20. Je suis sur scène et je raconte comment, pour la première fois de ma vie, et comment j'ai décompensé et où j'ai décompensé. C'était au bout du monde, en Australie. Et j'invite les spectateurs à rentrer dans ma tête, en plus de leur proposer un voyage en Australie. Et c'était à quel âge ça, du coup, l'Australie? Ah ben ça, c'était en 2001, précisément, juste avant que les avions ne percutent. Alors j'avais 8 ans, mais je sais pas... Moi aussi. Non, j'avais 33 ans, l'âge du Christ, comme on dit. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis, on va y revenir après. Mais donc c'est finalement à 33 ans que tu décompenses pour la première fois et qu'est posé un diagnostic sur ta maladie psychiatrique. Oui, mais avant de poser un diagnostic, j'ai décompensé pendant 3 mois et demi. C'est-à-dire que pendant 3 mois et demi, il faut savoir quand même que une décompensation, enfin pour moi en moyenne... Tu peux expliquer un petit peu pour les auditeurs, auditrices, qu'est une décompensation? Ah ben c'est tout simplement rentrer dans un état délirant. Dans mon cas, moi je peux parler de mon cas, une décompensation en ce qui me concerne, donc c'est avoir des idées farfelues, se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, entendre parfois des voix ou ses propres pensées, ça peut rappeler parfois le trouble schizophrénique par certains aspects, notamment quand on entend des voix, il y a des hallucinations visuelles, il peut y avoir des hallucinations, voilà, ça c'est dans mon cas. Ça l'a été aussi dans le mien avec le trouble borderline, et surtout parce qu'il manquait le sommeil. Ah oui. Et c'est vrai que le premier truc sur lequel les médecins s'interrogent, c'est la schizophrénie. Donc il doit quand même y avoir un petit lien. Certainement. Après, je suis pas assez pointu pour. Enfin, moi je le résume par c'est un pétage de plomb. Pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des connexions qui se font plus au niveau neuronal, où elles se font mal, plus exactement, et ça fait mal, justement, quand pendant 3 mois et demi, on décompense, alors qu'une décompensation, donc en moyenne, en ce qui me concerne, ça durait max 8 jours. Mais c'est-à-dire que tu as eu, avant l'Australie, avant tes 33 ans, il y avait déjà des signes avant-coureurs de maladie sans que ce soit diagnostiqué? Non, j'ai jamais eu de soucis, mais je vivais dangereusement. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal d'excès, que ce soit de l'alcool, sans être alcoolique pour autant, mais c'était de l'alcoolisme mondain. C'était à l'époque où je travaillais comme gentil organisateur dans les clubs de vacances, animateur dans les clubs de vacances. J'ai fait ça pendant 5 saisons d'affilée, ça fait 3 ans, où non-stop, c'était la fiesta tous les jours, c'était les pétards, c'était des grosses fêtes, pas dormir suffisamment, changer de pays tous les 6 mois, voilà, donc tout ça, ça bouscule pas mal, en fait, quelques années plus tard, j'ai décompensé suite au décès de mon père. En fait, ça a été le déclencheur. C'est lorsque mon père est décédé d'une leucémie. Quelques mois plus tard, je suis parti en Australie, donc, et c'est pendant ce périple-là, à 33 ans, que j'ai décompensé et qu'on m'a diagnostiqué des troubles bipolaires. Donc à la fin de ces 3 mois et demi d'errance, on m'a hospitalisé à Melbourne et on m'a dit, à l'époque, vous êtes maniaco-dépressif. Moi, je demandais juste si j'étais Jésus, parce que je me prenais pour le Christ. J'ai fait un délire mystique, en fait. Donc je me disais, c'est peut-être moi, quoi, du coup. Et j'avais tout faux. J'étais maniaco-dépressif. Donc, bipolaire. Maintenant, on appelle ça être bipolaire, ou plus exactement, vivre avec des troubles bipolaires. Oui, la nuance est intéressante aussi. Eh oui, on n'est pas une pathologie, on n'est pas une maladie, donc
on n'est pas bipolaire. Donc même moi-même, je me fais piéger. Donc je comprends que les gens aient du mal. Comment tu le formules alors? Malade de la bipolarité ou... Non. Je vis avec un trouble. Je vis avec. Comme on peut vivre avec un diabète, comme on peut vivre avec un cancer. Voilà. Donc je vis avec. Et donc tu fais le lien en fait entre le décès de ton père et l'Australie. Est-ce que tu sais en quoi l'Australie est un déclencheur? Est-ce que c'est la perte de repères, d'être loin de tout? Ça a joué aussi. Parce que effectivement, de me retrouver au bout du monde, bon, c'est pas pour rien. Hein, si je suis parti au bout du monde, c'était pour fuir pas mal de choses, notamment le décès de mon père et puis l'ambiance familiale qui était un peu pesante aussi, parce que faut voir que il y a ma mère qui était là et la pauvre, elle était en pleine dépression et moi, il fallait que je porte tout ça sur mes épaules et surtout que j'avais voyagé pendant 7 ans et je revenais d'Afrique là à ce moment-là où j'avais vécu 5 ans. Non, j'ai voyagé pendant 8-9 ans même. Et du jour au lendemain, je me retrouve dans ma chambre d'enfant à Bordeaux, donc chez ma mère. Mon frère était parti en voyage, lui, il travaillait à l'étranger. Et voilà, donc de tout ça mélangé a fait que, allez, je me suis boosté et puis je me suis dit, allez, va faire un tour, why not, en Australie où j'avais une amie là-bas qui m'a accueilli. Enfin, plus ou moins accueilli, vu que ça s'est mal terminé pour moi. Mais c'était une histoire d'amour qui te fait partir en Australie ou? C'était une ex-petite copine, pour être précis, Rebecca, elle s'appelle, et qui était australienne et que j'avais rencontrée au Kenya, quand je vendais les safaris et les excursions au Kenya. 1000 vies, les 1000 vies de Thierry. Oui, je sais pas, les 1001 nuits aussi. Et alors, comment ça se passe, l'arrivée en Australie et la suite surtout? Raconte-nous un petit peu ce voyage. Oui, le voyage, il est un double voyage là. J'en ai eu pour mon argent. J'ai eu le voyage donc comment il arrive? En avion. Déjà, j'arrive à Cairns en avion, qui est au nord-est. Et puis de toute façon, dès que je pose le pied par terre sur le sol australien, je décompense. Tout de suite? Ah, mais immédiatement. À la douane, le stress, je deviens parano. Faut dire que je décide du jour au lendemain de plus fumer de pétard, alors que je fumais depuis 12 ans. Ou à peu près 12 ans, une bonne dizaine d'années. Et je m'aventure comme ça à l'inconnu. Je prends une tente et puis tous les 3-4 jours, je change d'endroit, seul. Je refuse tout contact avec tout le monde. Je m'enferme déjà dans ma tête. Et socialement, et voilà, donc je découvre l'Australie. J'en ai quelques bons souvenirs parce que quand moi je décompense, ça peut être risible parfois vu de l'extérieur, hein. Même maintenant avec le recul, il y a des choses qui me font sourire, voire rire même. T'as un exemple à nous donner? En Australie, ou parce que j'en ai fait quelques-unes des décompensations. En Australie, il y en a eu tellement. Il y a eu tellement de... sans trop en dire, puisque une majeure partie est dans le spectacle. C'est ça. Donc l'idée, c'est quand même d'inciter les gens à venir le voir. Mais... Oui, mais sans dévoiler non plus tout. En fait, tout faisait signe. Comme c'est le cas d'ailleurs quand on décompense, quand on fait ce type de pétage de plomb, pour parler plus simplement. Dans mon cas, en tout cas, je voyais des signes partout. Je dormais quasiment jamais, très très peu. Donc pas de sommeil, de l'excitation, le stress. Ce qui m'a amené, par exemple, un jour, je suis allé dans une petite ville et j'ai acheté une perruque. Et j'ai mis une perruque aux cheveux longs et je me suis mis à faire le con avec ma perruque, à parler aux gens comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et ça faisait rire les gens autour parce qu'ils se disaient tiens, lui ça doit être un clown, tu vois, un rigolo ou quoi. Mais en fait, moi dans ma tête, non, j'étais en train de sauver le monde et faire rire les gens pour sauver le monde. Bon, ça c'est un exemple parmi beaucoup. Et n'oublions pas que à ce moment-là, il était clair dans ma tête que j'étais là pour sauver le monde et que je me prenais pour Jésus-Christ. Donc phase maniaque. À fond.
Mais qui part sur le thème de Jésus. C'est pour ça que je disais 33 ans, c'est quand même assez amusant. Délire mystique, ouais, complètement. Tout me parlait. Bon, c'est vrai, j'ai très peu lu la Bible, j'allais dire. J'ai été enfant de cœur jusqu'à l'âge de 15 ans. Bon. Après Géo, bon, c'est pas la même paroisse, on n'apprend pas les mêmes choses. Mais j'avais une base religieuse, qu'on va dire, une éducation religieuse de base. Et effectivement, j'interprétais tout par rapport, par exemple, il y a un truc, je me rappelle un mot qui est inscrit dans la Bible qui dit Elohim, je sais pas quoi, quelque chose. Les Elohim, c'est les élus de Dieu, je sais pas quoi. Et moi, quand je voyais un gars dans la rue, je faisais Elohim. Et je me suis dit, ah ouais, Elohim, ah ouais, mais ça le fait aussi, quoi. Ce qui m'avait fait beaucoup rire, c'était ta façon, quand tu es rentré à Bordeaux, d'interpréter le mot tramway. Alors oui, ça c'est un exemple d'interprétation de signes, hein, parce que même si, bon, on en a tous des signes dans la vie, on en voit tous, qu'on ait une pathologie psy ou pas. Il y a des coïncidences, et ça existe réellement. L'histoire du tramway, oui, c'est vrai, j'ai pris un tramway, et puis je me suis dit, tiens, je me faisais des challenges comme ça de signes. Je me suis dit, ok, quand je voyais plus de signes, en fait, il fallait que j'en voie. Donc, je me suis dit, tiens, analyse le mot tramway. Donc, c'était simple, hein, c'était Thierry, c'est mon prénom, c'est marrant. Rébolo, voilà, bon, ça m'a arrangé sur le moment. AM, c'était I am en anglais, je suis. Donc Thierry Rébolo, je suis. Ouais, W-A-Y, le chemin. Quand je me disais, je suis le chemin de Thierry Rébolo. Et puis j'en étais fier et je le criais haut et fort. Et il y en a eu plein, des signes comme ça. J'ai vu l'aura d'un arbre un jour. Ça, je le raconte pas dans le Confestac, pas encore. Enfin, c'est varié parce que le Confestac c'est jamais la même chose, bipolaire, bihappy. C'est la même histoire. On part en Australie, on part dans ma tête, mais ce qu'il y a, c'est que j'improvise aussi quand même un petit peu. Et selon ce qui me vient sur le moment, je raconte des anecdotes. Il y a des gens qui l'ont vu 4 fois, 5 fois. Bon, c'est des amis, hein, et qui me disent oui, mais ça tu l'avais pas raconté, ça tu l'avais pas dit, ça, voilà, on savait pas tout ça. Voilà, donc aspect mystique, signe partout, tout le temps, et même quand il y en a pas, il faut en voir. On en voit quand même. Et la dernière crise maniaque que tu as eue, c'était quand? Ça remonte à quand? 8 ans. C'était il y a 8 ans, suite au décès d'un cousin qui est mort à 50 ans, dont j'étais très proche, parce que si tu veux, c'était le fils du frère jumeau de mon père. Donc tu vois, il y avait un lien déjà entre mon père qui était décédé, mon oncle qui était décédé aussi, le jumeau de mon père, et en plus son fils qui décède. Donc ça a été un peu lourd et j'étais très proche. Donc les décès en général je suis allergique. Je suis allergique aux décès comme beaucoup de gens, sauf que chez moi il y en a eu beaucoup, quoi. En fait, sur 5 enfants du côté de mon père, il reste plus personne depuis pas mal d'années, hein. Mon père est mort il y a 26 ans. Et sur les 8 enfants du côté de ma mère, il reste plus que ma mère. Plus de grands-parents, évidemment, depuis longtemps, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, depuis que je suis tout petit, je suis abonné aux enterrements. Et ça te fait, en général, repartir en phase maniaque? Ou pas tout le temps? Alors, maniaque, oui, je fais des phases maniaques, moi. C'est toujours one again, je pars dans les tours et voilà, j'ai fait, en fait, je suis rentré, et puis pendant environ 4 ans, en France, tous les 8-9 mois, je faisais une crise. Parce que je voulais pas de traitement. Donc ça a duré 4 ans. À un moment donné, c'était lourd à porter, quoi. Mais est-ce que c'était toujours sur le même principe? Enfin, est-ce que ça ressemblait à ce qui s'est passé en Australie? Ah, mais complètement. Parce que vu qu'en Australie, je suppose qu'après, tu t'es rendu compte, quand t'es revenu sur Terre, oui. Que c'était délirant. Oui. Pourtant, ça n'empêche pas que les fois suivantes, tu repartes sur le même truc. Ah, mais oui, mais c'est à un point qu'une fois, j'étais hospitalisé à côté de Bordeaux, à Vignave-d'Ornon, exactement. Et moi, j'arrive avec grand sourire, en pleine décompensation, et l'infirmier psychiatrique me demande
vous savez pourquoi vous êtes ici? Je dis, bah oui, parce que je suis délirant. Et le gars, il s'est mis à rire, mais en fait, oui, donc je me rends compte, oui, à un moment donné, quand je redescends, grâce au traitement plus tard, parce que je suis enfermé au départ contre mon gré, hein, c'est ma famille qui me fait soigner, mais pour me soigner, il faut me faire enfermer, parce que moi, je suis pas d'accord du tout, je me laisse pas faire. Et dans les moments maniaques, tu résistes à la prise en charge? Ah quand on te met à l'hôpital, t'as pas le choix, quoi. Hein. Je me suis retrouvé quand même la première fois à Cadillac, qui est très connu, pas que pour les voitures, et je me suis retrouvé enfermé dans une cellule quand même. Ça, c'était 1 an après mon retour d'Australie, et je me suis retrouvé enfermé dans une cellule, attaché contention, attaché à un lit. Enfin, c'était pas terrible comme souvenir. Non, moi je trouve ça même horrible qu'on ait encore ce type de pratique, et c'est un autre sujet, mais c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, d'être prise en charge dans une très bonne clinique privée où voilà, on n'enferme pas les gens en cellule. Après, je sais pas comment ça peut se passer dans les cas de crise, et surtout quand il y a résistance à la prise en charge. Mais je pensais qu'avec les différentes crises que tu as eues, que finalement on sache tout de suite ce qu'il fallait faire, et je sais pas si ça repart en fait sur le même truc de Jésus, les mêmes choses qu'en Australie. Mais ça c'est marrant parce qu'en fait t'as eu beau le vivre plusieurs fois, ça empêche pas ton cerveau de repartir dessus et d'oublier le... Mais c'est ça, et c'est complètement fou, ouais. C'est le cas de le dire, c'est complètement fou. En fait, c'est toujours Jésus, comme si j'avais pas retenu la leçon. Voilà. Donc dans ces moments-là, par exemple, le Thierry Rebello qui se sait vivre avec un trouble bipolaire, là il oublie complètement cet aspect. Oui, mais jusqu'au jour où, il y a eu un jour quand même qui a été un jour charnière, où j'étais en train de travailler, à l'époque je travaillais dans une bibliothèque à l'université de Bordeaux, dans un centre de recherche en droit, j'étais à la bibliothèque, et je faisais l'accueil, je parlais à quelqu'un, et qui me demandait un bouquin de droit, et j'avais une partie de mon cerveau qui était dans le délire, déjà, qui partait en sucette, et là j'en avais conscience. L'autre partie me disait attention là, et il y a un côté qui me disait ah t'es Jésus, ça y est, c'est reparti, c'est toi le maître du monde, regarde les signes et tout, il y en a partout. Et l'autre partie de moi qui parlait à la personne qui était en face et qui disait non, t'es en train de partir, voilà. Et ce jour-là, ça a été le déclencheur en fait, et ça remonte à 8 ans, où ça a été vraiment. Bon, j'ai dû me reposer quand même parce que ça demande énormément d'énergie de soigner le mental par le mental. C'est d'ailleurs quasi mission impossible, hein. Pour moi en tout cas je le voyais comme ça, c'était hyper dur, et ça m'a évité bien des choses, mais là à ce moment-là j'avais un traitement que je suivais. Mais tu avais le traitement avant de repartir en phase maniaque, ou tu l'as pris après parce que... Non, je l'avais avant, mais je faisais pas attention aux signes précurseurs de décompensation, quoi, si tu veux. Par exemple, que le manque de sommeil, tout ça et tout, j'y faisais pas attention. Et après, je commençais à confondre le jour et la nuit. Et puis après, il faisait jour tout le temps dans ma tête. C'était magnifique. J'avais la pêche à n'importe quelle heure. Enfin bon. Et t'avais un suivi avec un psychiatre? Oui. Et que t'appelais pas forcément. En fait, voilà, c'était une incapacité à voir les signes avant-coureurs. Ah, mais je me rappelle. Bon, tu parles du psychiatre, non? En général, je le fuyais dans ces cas-là. Hein, je l'appelais pas, non. À part la fois où je t'expliquais que j'avais une partie de mon cerveau qui était consciente du délire et l'autre en délire. Mince, j'ai oublié le fil de ce que j'étais en train de te dire. Ça m'arrive, tu vois, ça c'est des choses. C'est pour ça que pour moi c'est un vrai challenge quand je fais le Confestac bipolaire Be-Happy, parce que c'est pour ça que j'improvise parfois, parce que je pars parfois carrément, je perds ma concentration, quoi, je perds pas mal le fil de ce que je voulais dire. Et là, du coup, on parlait de tes psychiatres, enfin ton psychiatre, mais j'aime beaucoup en fait le surnom que tu donnes à tes psys. Il y en a un surtout qui m'a gardé que j'ai eu pendant 15 ans, que j'appelais tête de fouine.
Je l'ai appelé tête de fouine un jour même devant lui, il m'énervait, il m'agaçait. Je lui dis puis il m'a dit, vous savez, monsieur Rébolo, on va vous enfermer. Enfin, il m'a pas dit comme ça, mais on va vous soigner, on va devoir vous mettre à l'hôpital, tout ça et tout. Je dis oui, et vous avec votre tête de fouine. Enfin bon, voilà. Lui, il rigolait pas. De toute façon, il rigolait jamais. Donc c'est pour ça que je l'avais. Ah voilà. Et je voulais en venir à ça. En fait, tête de fouine, merci. Parce que dans ce même CMP, parce que je t'ai suivi dans un centre médico-psychologique. Sur Bordeaux? À Bordeaux. Ah, on est peut-être dans le même. C'était rue Malbec, exactement. Je sais pas si tu vois. Moi, c'est rue du Commandant Arnoux, la rue qui est derrière là. Ah oui, à côté de la faculté de Bordeaux, la faculté de droit. Non, moi c'était pas par là, c'est plutôt vers la gare. Et donc j'ai affaire là, je suis reçu avant d'aller voir le psychiatre par l'infirmière qui est là, qui me reçoit dans une salle à part. Et je suis en pleine crise. Mais gentil, hein. Moi je suis pas violente du tout, donc à chaque fois c'est hyper. Je vois les petits oiseaux, les papillons, tout va bien. Je suis amoureux de tout le monde, enfin du monde. Et je lui dis, écoutez, je vais vous annoncer un truc. Vous êtes bien installé, je vais vous annoncer un truc incroyable. Elle me fait ah bon, monsieur Régolo, je devais pas être le seul à lui annoncer des trucs comme ça. Et je lui dis voilà, vous allez pouvoir appeler la presse et tout. Préparez-vous. Car je suis le Christ ressuscité. Et oui, il habite à Bordeaux, et moi je le prenais avec humour, comme je le raconte là. Pour moi, ça m'était tombé dessus comme une bonne blague, quoi. Mais c'est-à-dire que la deuxième voix qui avait dans ta tête à la bibliothèque, oui, elle s'est éteinte très vite. C'est-à-dire, elle a juste eu le temps d'aller au CMP, et... Ah non, mais là, c'était pas la même fois. Ah oui, c'était pas. Oh là, non, parce que j'en ai eu des crises entre. D'accord. Ah ben oui, j'en ai eu. Mais je croyais que beaucoup. c'était la dernière. Alors la dernière, c'est effectivement, tu as raison, celle où j'étais à la bibliothèque, où j'avais la moitié qui disait que j'étais Jésus et l'autre moitié qui disait je suis pas Jésus. Il faut rester normal. Mais par contre, j'ai fait plein d'autres crises avant cette fois-là. J'en ai fait pendant 4 ans, donc tous les 8-9 mois hospitalisés, donc je vais pas compter, mais ça en fait quelques-unes, ou transporté en ambulance, j'étais persuadé qu'il y avait Superman qui suivait l'ambulance, enfin il y a des trucs de malade, hein. Et le traitement fonctionnait pas? Eh ben, au début, il paraît qu'ils mettent 10 ans pour déjà poser un diagnostic sur le trouble bipolaire, donc voilà, donc il a fallu un certain temps. Mais bon, peut-être que ça couvait, tu vois, mais j'avais pas eu de problème avant, mais peut-être que ça couvait, que j'avais coché toutes les cases pour déclencher. Et puis tu me disais. Au niveau des traitements. Et au niveau du traitement, j'ai attendu. On parle beaucoup du lithium, mais à part ça, on parle pas d'autre chose, quoi. Alors j'ai jamais eu de lithium en ce qui me concerne. Oui, tu vois, c'est ça. On en parle. En fait, c'est un peu dans les clichés. Par exemple, du bipolaire. Alors il y en a que j'en connais qui ont du lithium et pour qui ça fonctionne très bien. Mais moi depuis le début, on m'a filé des trucs, des thymorégulateurs. C'est des régulateurs de l'humeur? C'est ça, oui. Je savais pas du tout qu'on pouvait donner ça à une personne qui était bipolaire. Et si pour justement éviter cette saute d'humeur ou ce changement d'humeur drastique, quoi. Oui, ça sert à ça, mais il n'y a pas que ça. Et en temps de crise, c'est les neuroleptiques? Ou c'est au quotidien? Alors, je ne sais pas ce qu'est un neuroleptique, mais je connais les noms, antipsychotiques, tout ça. Mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, à part thymorégulateur. J'en prends, mais alors de là à te dire, comment dire, de là à te dire ce que c'est. Non, si, ce que je sais, moi j'en ai 2, et donc tu vas pouvoir me dire si tu les connais. Enfin, j'en connais d'autres, mais le Soliant et le Tertian. Et l'effet que ça a, c'est le Soliant, ça va m'arrêter un peu mes pensées. C'est-à-dire ce moment où je commence à sentir qu'il y a trop de pensées, ou pour aller dormir, etc. Ouais. Et ça va ralentir. Et le psychiatre à l'époque me disait que ça faisait bouclier, parce que c'est un peu les moments, comme je te disais, le moment que je suis en train de vivre en ce moment, en juin 2024, où il y a beaucoup d'événements qui se bousculent. Je vais plus avoir d'appartement, il y a des soucis d'argent à droite, il y a ce qu'on va faire après à gauche. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Et donc dans ces moments-là, ça permet de créer une sorte de bouclier qui te rend un peu plus perméable à tes émotions et à tes pensées. Et l'autre, le Tertian, moi ça me casse pendant 48 heures, mais souvent c'est quand je fais des phases hypomaniaques, donc qui sont assez différentes, parce que
Moi, c'est notamment le trouble borderline, mais on a toujours une suspicion sur la bipolarité, mais qui est très loin de la forme que toi tu as. Mais il y a quand même des phases hypomaniaques. Et ça, on les sent très vite. Et en général, comme tu disais, ça démarre par un manque de sommeil. Il y a eu beaucoup de... Voilà. C'est un gros coup de stress. Tu dors pas. Il suffit que tu retombes malade. Tu dois enchaîner les trucs. Et là, voilà. Donc, j'ai pas la définition là du neuroleptique, mais pour moi, c'est le truc qui te fait redescendre, quoi. Et je me rappelle, en clinique, on donnait du Loxapac aussi, non? Non, je connais les packs de bière, mais c'est autre chose. Mais par contre, le tertien, on l'a en commun, parce que ça, je l'ai eu, d'ailleurs, quand j'étais hospitalisé. À chaque fois que j'étais hospitalisé, j'avais le droit au tertien en gouttes. Et moi, je prenais ça comme l'apéro. J'attendais ça parce qu'ils mettaient un petit sirop de menthe, je crois, tu vois. Et puis, en fait... La chance que j'ai eue quand même si, bon, là, j'en rigole et tout, il y a eu de grands moments joyeux, très joyeux, trop joyeux, mais il y a eu aussi de grands moments de détresse quand même. C'est-à-dire que tu fais des phases dépressives? Non, j'en fais pas, mais quand il y a la redescente, c'est-à-dire quand je redeviens, quand j'arrête de me prendre pour Jésus, mais quand je dis quand j'arrête, je veux dire, les jours qui vont suivre, ah ben là, je me dis, oh non, j'ai pas fait ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas cru ça, j'ai pas, et puis si, oh non, encore, je me suis fait avoir par moi-même, quoi. Et c'est ça qu'il a fallu combattre. Et ce qui est important, c'est que, avec le traitement, parce que on en parlait du traitement, on en parle encore, c'est que c'est grâce au traitement et à la patience, parce que pour le coup, faut être patient dans tous les sens du terme, et accepter de tester des cocktails différents. Moi, j'ai donc le thymorégulateur avec un truc qui évite les délires. Si tu lis la notice, là, c'est, enfin, là, je sais pas comment on appelle ça. Le papier qui va avec le médicament, c'est quoi? Oui, c'est la notice. C'est la notice. En général, c'est là où tu vois tous les effets secondaires. Voilà. Alors ça, j'ai commencé à lire les 2 premières lignes. J'ai dit non, je veux pas lire ça. Mais par contre, je me suis aperçu que le mélange de 2 molécules me donnait des tremblements, mais terribles, des mains, pendant des années, pendant 5 ans. Je tremblais à un point à mettre ma main sous l'oreiller et à mettre la tête par-dessus, tellement je tremblais pendant 5 ans, je voulais pas prendre autre chose. Parfois, ça, les psychiatres ont du mal à eux-mêmes, alors qu'ils sont médecins. J'ai souvent le sentiment qu'on nous donne des choses, parfois, qui vont pas très bien ensemble. Pas au point que ça te mette vraiment en danger, mais où ça a certaines conséquences. C'est ça. Dans mon cas, ça a été 20 kilos de plus, par exemple, en 2022. Moi, j'ai pris 10 kilos le premier mois. Ça influe. Comment tu veux aller mieux si de l'autre côté, tu vois? Moi, je me suis dit, j'irai pas à la plage. Au bout d'un mois. Non mais encore une fois, j'en plaisante, mais dans mon cas, parce que là, si on parle de mon expérience, je partage la tienne aussi avec toi et je compare. Je me rends bien compte que ce qui me fait sourire, ce qui m'a fait sourire même en pleine crise ou en sortie de crise, même si c'était un peu dur la redescente, c'est que le sens de l'humour que je m'accorde, en fait, m'a été salvateur, quoi. A été salvateur vraiment de prendre de la distance, tout ça. Mais j'ai mis quoi regarde, de 2001, on est aujourd'hui en juin 2024, ça fait 23 ans de combat pour arriver à en parler avec cette distance-là et en plus à livrer cette expérience sur une scène devant des gens que je ne connais pas. La dernière date à laquelle tu as assisté, il y avait 250 personnes. Il y avait là, c'était la plus grosse date en fait que j'ai eu l'occasion de faire devant le plus grand nombre de personnes. Mais c'est un truc énorme quoi en fait pour moi. Et c'est surtout un porteur d'un message d'espoir. Et ça, je m'en suis rendu compte en échangeant avec le public justement, avec les gens après. Parce qu'il y a des gens à qui je parle. Au début, je le faisais pour moi, tu vois, c'était thérapeutique. Et puis, peu à peu, c'est devenu un vrai échange parce que je me suis aperçu que ça avait une vraie résonance en chacun, quoi. Et donc là, tu es tu es stabilisé depuis 8 ans. Ouais. Comment tu l'expliques? Il y a eu de la thérapie.
le bon médicament qui fonctionne. Je crois que t'allais dire le bon Dieu. Non. La puissance supérieure. La puissance supérieure. Non, mais maintenant je sais que je suis Jésus, et puis voilà. Non, mais ça a été le suivi du traitement. Assidu, je fais très attention, je dors. Si je dors pas assez, ça m'arrive de vivre comme tout le monde, parfois d'aller faire la fête. J'étais à un mariage il y a 15 jours, bon, je me suis couché à 6h du matin, j'ai dormi, je me suis réveillé à 10h30 du matin. C'est un truc que je fais genre une fois par an. Avant, c'était tous les 2 jours. Donc, je me suis beaucoup calmé. Après, je sais qu'il faut que je dorme, que je me pose. Voilà, donc je fais attention à mon hygiène de vie, quoi, on va dire. Voilà, je bois pas comme un trou, je fume plus de pétards, surtout, je fume plus de cannabis du tout. Pour toi, ça a un lien avec le déclenchement Ça en a fait partie. On n'est pas tous égaux, hein. J'ai un ami qui fume depuis des années, il a 62 ans, il fume ses pétards tous les jours, tous les soirs, et il va très bien. Enfin, ça lui... Mais souvent, on associe justement la décompensation d'un trouble psychique, par exemple la schizophrénie, t'en as parlé tout à l'heure. Et il y a beaucoup de personnes, alors c'était déjà présent, c'était latent quelque part dans la tête, mais c'est avec la consommation de cannabis plus jeune qu'à un moment donné, ça pète, et souvent vers 28, enfin entre 25 et 35, quoi. Bah c'est ça, moi en fait, ça peut, mais on n'est pas tous égaux, tu vois. On n'est pas au niveau du cerveau, des neurones, tout ça, on n'est pas tous faits pareil. Ah bah ça, je peux te dire un truc, quoi. Pourquoi certains arrivent à boire normalement et pas moi, bon, tu vois, je l'explique pas. C'est ça. C'est la même chose avec le cannabis, c'est pareil. Sauf que, bah voilà, après, moi j'ai coché toutes les cases, hein. C'est-à-dire, je t'ai expliqué, bouger sans arrêt, la fiesta sans arrêt, le cannabis sans arrêt, enfin bon, bref, l'excès, quoi. L'excès, et puis après la douleur de perdre un être cher, ce qui arrive à tout le monde. Mais on réagit pas tous de la même manière, même par rapport au décès d'un proche. Et je sais que tu n'aimes pas du tout les cases, mais est-ce que tu sais quand même, parce qu'il y a plusieurs types de bipolarité. C'est-à-dire, je me rappelle de ma voisine de chambre à la clinique, qui avait, elle est aussi bipolaire, mais c'était l'exact inverse de toi. C'est-à-dire qu'elle part dans des phases dépressives très très profondes régulièrement. C'est-à-dire ça lâche un peu comme toi. Il se passe quelques mois où elle est stable et d'un coup ça part. Et donc tu vois, c'est pas des phases maniaques. Et je sais que certaines personnes enchaînent les 2 phases. D'autres, on est plutôt comme moi sur de la cyclothymie ou quelque chose de plus faible. Il y a plein de types en fait de bipolarité. Je sais pas si tu veux en dire un mot, si tu les connais, parce que je sais que c'est pas trop ton truc la classification. Alors c'est une très bonne question, mais j'ai vaguement entendu dire que j'étais bipolaire de type 1. Voilà, super, je suis bien avancé avec ça. Moi j'étais plutôt branché rencontre du 3e type, mais là c'est bipolaire de type 1. C'est mieux que maniaco-dépressif, quoi. Moi, je m'en foutais. Bah, de toute façon, quand tu l'as, c'est mieux pour, c'est mieux pour les gens, ouais, ça passe mieux. Puis c'est à la mode, le mot bipolaire. Tous les artistes, Kanye West, et puis il y en a eu d'autres, hein, Van Gogh et compagnie, ils étaient maniaco-dépressifs, bipolaires. Mais type 1 aussi? Ah, ça, je sais pas. Alors. Je me pose la question de Kanye West, où il y a clairement des phases maniaques, par exemple. Oui. Même sur scène, ça lui était arrivé une fois. C'est bien en fait que tu insistes sur le fait là de cette personne tu cites cet exemple de cette personne qui va pas bien en fait, elle a des phases down quoi en fait, parce que on me l'a reproché au début dans les Confestac de dire ouais mais vous avez pas souffert comme moi j'ai souffert. Il y a une personne un jour qui m'a dit ça. Alors je dis c'est pas un concours à celui qui a le plus souffert, parce qu'en plus je vais pas raconter. Effectivement, je sais pas si c'est par pudeur ou pour véhiculer plutôt un message positif. J'ai pas raconté. Oui, c'est vrai que c'est pas drôle de se retrouver attaché sur un lit, les pieds, les mains. C'est pas drôle de se retrouver dans la rue, ce qui m'est arrivé en Australie. C'est pas drôle de réaliser qu'on s'est complètement planté pendant la phase de délire, comme je l'évoquais tout à l'heure. Juste de perdre ton cerveau.
C'est ça. C'est-à-dire, le contrôle de ton cerveau. On peut pas comparer une phase maniaque et dépressive et dire s'il y en a une qui est plus compliquée que l'autre, parce que quand même dans la phase maniaque, c'est que tu perds ton cerveau, tu perds ta raison, c'est horrible. Et tu peux faire n'importe quoi. Moi, j'en étais arrivé à un stade un jour en Australie. Je l'ai pas raconté la dernière fois pendant le Confestacle, mais j'étais sur le bord de la route et je me suis dit, tiens, pour sauver le monde, peut-être comme ça marchait pas apparemment, personne me reconnaissait comme étant l'élu, je me suis dit, peut-être en me laissant me faire écraser par une voiture, j'allais sauver le monde comme avait fait Jésus, il s'était sacrifié, voilà. Enfin, le vrai, hein. Le seul et unique. Et donc j'ai commencé à me pencher comme ça sur la route, et les voitures arrivaient. Et j'ai vu qu'elle commençait à m'éviter. Et là, je me suis dit, ah, ça c'est un signe, c'est que je dois pas mourir comme ça. Et en fait, ça m'a arrangé, tu vois, quelque part. J'attendais que ça, qu'il y ait une voiture qui s'écarte pour pas que je me fasse écraser. Donc, on peut être dangereux pour nous-mêmes. J'aurais très bien pu me mettre sur la voie ferrée et puis dire, voilà, je vais arrêter le train par le pouvoir de la pensée ou voilà. Et j'avais des idées comme ça en tête. Hein, c'était incroyable. Soucoupe volante. Après, j'en ai vu une aussi. J'ai vu une soucoupe volante. Ah oui? Oui. Je savais pas. Non, j'ai pas raconté ça non plus. Et en Australie, du coup, après ces 3 mois et demi, un petit peu d'errance, où je crois aussi que tu évites pas mal ton compte bancaire parce que tu te prends des suites dans des palaces, tu fais tout un tas de choses. Donc il y a cette phase-là. Et après, comment ça se passe la prise en charge? Alors, pour aller très vite, donc tout au début, c'est-à-dire pendant sur les 3 mois et demi d'errance, pendant je sais plus moi, pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai fait du camping. Donc là, je dépensais pas beaucoup. Un peu plus, 2 mois et demi. Bref, et c'est quand je suis arrivé à Melbourne que là, je me suis dit, j'ai fait même dans le désert aussi, j'ai fait de l'hélicoptère. Enfin, c'est pas moi qui pilotais, bien heureusement. J'ai cassé les pieds d'ailleurs au pilote parce que j'avais en appuyant sur un truc, tu peux parler au pilote et puis j'arrêtais pas de lui chanter des trucs. Tout. Bon, bref, effectivement, je suis allé dans des palaces 2 fois. Hein, et puis à un moment donné, comment j'ai été pris en charge? C'est simple. Une fois qu'on m'a ça, je le raconte dans le Confestacle, mais je me retrouve donc à la rue. Un jour, comment je me suis retrouvé, vous verrez si vous venez m'écouter. Et par contre, c'est moi qui ai demandé à la police de m'emmener aux urgences. Et après, je suis resté dans un mutisme. Peut-être tu redescendais à ce moment-là. J'étais fatigué. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'imprimais plus. J'arrivais plus à penser, plus à me prendre même pour le Jésus, ni à analyser ce qui m'arrivait. En fait, j'étais paumé. C'était la première fois de ma vie que je décompensais. Et ça se passe comment d'être pris en charge dans un pays que tu connais pas, en plus où il n'y a pas le système de sécurité sociale français. Je pense que c'est un des trucs assez flippants, tu vois, te dire tu sais même pas combien d'argent tu vas mettre là-dedans où t'atterris, et puis est-ce que le système il fonctionne différemment, surtout il y a 25 ans. Alors c'était le cadet de mes soucis, je te dirais. Au moment où je suis allé voir les flics, je me suis pas dit comment je vais faire pour payer. Oui, ça je me doute. Oui. Non, mais en fait, il faut savoir que pourquoi on m'a rien demandé, c'est que j'avais pris une assurance rapatriement avec c'était Mondial Assistance. Et c'était un bon plan ça. Et ça a été et depuis à chaque fois que je voyage, ça m'arrive quelquefois, je prends soit Europe Assistance, Mondial Assistance, enfin bon, je voyage plus sans, ça m'a servi de leçon, sans assurance médicale, sans couverture. Donc après, je me suis laissé faire. Hein. J'ai eu droit à un scanner quand je suis arrivé, à une IRM. Et c'est l'IRM qui a révélé que j'avais des troubles bipolaires. On arrive à le voir à l'IRM, ça? Faut croire, ouais. Ça me fascine, je sais pas. Le gars, déjà, à l'époque, mais peut-être qu'ils étaient en avance, je sais pas, en Australie, à ce moment-là, technologiquement parlant, je sais pas. Mais quand j'ai dit oui, j'ai demandé au psychiatre, alors, je suis Jésus. Et il m'a dit, non, vous êtes, à l'époque, donc, maniaco-dépressif. Je me demande comment ils arrivent à voir ça, en fait, sur un IRM. C'est sur l'imagerie à résonance magnétique. En fait, tu arrives à voir les zones du cerveau qui sont actives. Et je sais pas exactement laquelle c'est, tu vois, quelle zone, mais c'est comme ça qu'ils le voient. Mais pour arriver, par exemple, à le différencier d'une autre pathologie, par exemple la schizophrénie? Je sais pas.
que j'avais parlé. Oui, c'est vrai, j'étais passé dans un autre hôpital avant d'arriver à l'IRM. Par un autre hôpital qui était en race campagne. Alors là, on dormait dans des trucs, c'était sur des lits de camp. Enfin bon, c'était assez tendu. C'était pas rigolo, ça, pour le coup, mais Ah oui? Ah ben non, c'était pas rigolo. Tu dors sur des lits de camp. C'était comme un asile, comme on le voit. Tu vas voler au-dessus d'un lit de coucou. Voilà. Shutter Island? Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Chacun avait son propre délire. On était alignés là comme des merguez sur un grill. Et puis chacun dans sa tête appelait le personnage ou la personne qu'il avait en tête. Moi, c'était Jésus, mais il y avait des gens atteints de schizophrénie. Il y avait il y avait de tout. On était mélangés, en fait. Et après, IRM. Et après, rapatriement sanitaire. Yes. Et en France, comment ça se passe? Pendant 1 an, très bien. Sauf que... Ah, donc ça s'arrête... c'est moi qui arrête tout. Ouais. Je jette mes médicaments qu'on m'a donnés pour le voyage. Oui. Ah ben voilà, pourquoi. Ouais. Et 1 an après, je décompense. Une nouvelle fois, mais c'était une première en France. Donc, c'est là que je pars à Cadillac, comme je l'ai évoqué précédemment... Avec et on te confirme le diagnostic. Ah ben là, oui. Là, ouais. Et pour toi, qu'est-ce qui pourrait différencier une phase maniaque, justement, de la schizophrénie comme on peut en avoir tu vois, c'est des maladies qui sont hyper stigmatisantes. Oui. Donc souvent, ça, justement, c'est dans l'imaginaire du grand public, on s'imagine que le délire, c'est de la schizophrénie. Oui. Alors que pas du tout. Il y a plein de... Alors franchement, je sais pas. On va demander à une tête de fouine. On va demander à une tête de fouine. S'il y en a une qui nous écoute, on est... D'ailleurs, si tête de fouine nous écoute, ça sera avec plaisir qu'on aura votre avis et votre parce que c'est pas évident, en fait, quand t'es psychiatre, même avec alors il y en a certains qui sont partisans du DSM-5, d'autres non. Tu sais, c'est le bouquin. Mais c'est ça qui est fascinant, je trouve, parce que j'aime beaucoup le fait que tu sois pas un pro à fond à tout connaître de la psychiatrie, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant. En fait, c'est juste, c'est un ouvrage où tu as une différente classification de toutes les pathologies psychiatriques. D'accord. Moi, c'est en ouvrant un DSM-5 que on m'a dit, on a fait, tu vois, ils ont une liste un peu de symptômes. Par exemple, dans mon cas, il en fallait 5 sur 9 pour considérer avoir ce trouble de personnalité. Bon, j'avais 9 sur 9, c'était assez évident. Mais c'est un outil qui est utilisé... c'est un peu une bible, tu vois, une bible de nos pathologies. Ne parle pas de bible. Non, mais... mais c'est pour ça, je me demande souvent, en fait, comment, pour un psychiatre, en fait, surtout un psychiatre qui en général n'a pas de trouble psychiatrique, donc arrive à imaginer ce qui peut se passer dans la tête à ce moment-là et arriver à poser un diagnostic dessus. C'est pour ça que c'est intéressant que tu parles de l'IRM. Aussi. Oui, ça doit aider. Ça, plus le rapport qu'on a dû leur faire en Australie, là, le rapport qu'on a dû leur faire parce que quand j'étais dans le premier hôpital, là, vol au-dessus d'un lit de coucou avec les lits de camp, il y avait des sœurs qui étaient là, des sœurs. En plus, je suis tombé sur des bonnes sœurs et qui m'ont posé plein de questions. J'ai un vague souvenir, je me rappelle pas de tout là pour le coup. On était dans une petite pièce, et ils m'ont posé plein de questions. Donc je suppose que j'étais passé par un tamis psychiatrique d'analyse avant d'arriver à l'IRM. Et aujourd'hui, en partant de ton expérience, quels sont les impacts en fait de la maladie sur ta vie, mais je dirais même plus si on l'élargit, d'arriver à montrer au grand public quels peuvent être les impacts d'un handicap psychique en règle générale sur, ça peut être la vie sociale, la vie familiale, le loisir. C'est encore difficile pour beaucoup de personnes d'admettre le côté handicap lorsqu'on parle du psychique, sans voir des répercussions, sans comprendre que c'est hyper compliqué d'avoir un travail à temps plein, classique, comme tout le monde. Donc, de ton expérience, quelles sont ces... Alors, ce qui m'a sauvé aussi, c'est d'accepter déjà l'acceptation, puis être dans le déni de la maladie, tout ça, se dire ok, j'ai une maladie. Après, le mot handicapé, c'est venu plus tard quand j'ai accepté une RQTH. Je me suis dit ok, tu galères pour trouver du travail, parce que j'ai galéré pendant un moment. Pourquoi pas prendre une reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé? Et c'est ça qui m'a permis de rentrer à l'université de Bordeaux. C'était en quelle année? Il y a 12 ans. Ah oui. Il y a 12 ans.
Donc en 2012. C'était déjà le calvaire comme c'est aujourd'hui, à faire le petit dossier de 3000 pages. C'est ça, oui, c'est compliqué par la MDPH qui passe en commission, voilà, tout ça. Après, je l'ai eu pendant 5 ans. Tu vois, 2012 à 2010, 2015, après 2015, 2020. Mais ça me révolte parce qu'en plus 2020 à 2030. Là, parce que t'es obligé de le refaire tous les 5 ans pour reprouver ton état. C'est ça. Alors le plus révoltant, c'est qu'en fait, tu as comment on appelle ça? Bon bref, t'as un groupe de personnes qui se réunissent autour de la table et qui statuent sur ton cas pour savoir si oui ou non tu as le droit, mais tout ce qu'ils ont, c'est des papiers ou, ils ont pas grand-chose, quoi. Ils ont un dossier papier. Et ces gens-là, à aucun moment, tu les rencontres. Ça, c'est dingue, quoi. Et l'AH, c'est encore pire parce que dans certains cas, voilà, tu l'as pour 1 an, pour 2 ans. Et puis après, tu dois recommencer le dossier et ça repart pour plusieurs mois et jamais tu rencontres quelqu'un, en fait, de la MDPH. C'est-à-dire, après, t'as des personnes autour d'une table qui décident si oui ou non tu as un handicap psychique. Et il faut recommencer quelques temps après. L'avantage après, c'est, ce qui m'a aidé pour avoir la RQTH aussi, c'est pour le renouvellement, c'est le fait d'être suivi par un psy dans le cadre d'un CMP. Parce que là, ça a été fait par l'assistante sociale avec moi, mais par l'assistante sociale du CMP, qui a monté le dossier, qui m'a aidé, donc on n'a pas à se taper toute la paperasse. Après, pour rencontrer quelqu'un, un médecin de la MDPH, pour avoir droit à la hache, je me rappelle, j'avais demandé, on m'a toujours refusé la hache. Il m'avait Encore aujourd'hui? Ah ben j'ai pas d'AH, mais bon, je travaille à 80%, j'ai une prime d'activité, disons que de ce côté, mais j'ai pas d'AH, j'ai pas le droit à la hache. Bon, ok. On m'a dit que comme j'étais capable de travailler. Mais les critères de décision sont quand même assez fous. Hein. Ouais. Je pourrais t'en raconter, puisque ces derniers temps j'ai un peu navigué au Clubhouse de Bordeaux. Tu dois connaître, c'est une association de réhabilitation et de réinsertion pour les personnes qui ont des troubles psychiques. Et en fait, tu as certains à qui on l'accorde, tu en as d'autres à qui on ne l'accorde pas. Sur quelle base, sur quels critères, on ne sait pas. Pourquoi alors en plus, il y a soit t'es moins de 50%, soit t'es entre 50 et 80, pardon, ou soit t'es plus de 80. Mais alors quand t'es dans le 50-80, ça veut vraiment rien dire. C'est quoi. Ça, j'étais là. 50, j'avais 50, 75 ou 70 à l'époque, je sais plus. Ouais, enfin bon, en dessous de 80. Mais oui, mais alors je sais pas si c'est à la tête du client, j'en sais rien, ou ça dépend de la bonne volonté de la personne sur qui tu tombes. C'est comme, mais j'avais l'impression de passer un recrutement quand on me l'a refusé aussi. J'ai rencontré le médecin, c'était une femme, qui m'a dit non, mais et à l'époque je travaillais pas comme maintenant, j'étais pas rétabli à l'époque. Et elle m'avait dit non, mais je travaille à même pas 60%. Elle m'a dit non, vous êtes capable de travailler, donc on vous accorde pas la hache. Ouais, on pourra en parler des heures dessus. C'est ça. Je sais pas trop comment on va résoudre. J'aimerais beaucoup me mobiliser en fait sur ce sujet et sur plein, tout le fonctionnement ou même le fait qu'après ça passe entre les mains de la caisse d'allocation familiale qui n'est pas du tout compétente dans ce domaine-là et ça t'entraîne tout un tas de problèmes administratifs et juste de se dire en fait si on repart de la base que tu n'as pas de référent dans tout ça, c'est-à-dire après, que ce soit à la MDPH, à la CAF, bon voilà, et que les gens ne te rencontrent pas et statuent sur ton handicap sans te connaître et sans savoir à quel point ça peut être handicapant, comme je le disais, dans ta vie professionnelle, familiale, etc. Et que, voilà, en général, quand on fait une demande d'AH, c'est déjà tellement long, lourd, compliqué que on s'amuse pas à le faire pour rien, quoi. Oui. On se demande si certaines personnes se rendent vraiment compte de l'importance du travail qu'ils font. Il n'y a pas d'humain, en fait. C'est pour ça que les cases, tout ça, apparemment, si tu rentres pas dans une case d'un formulaire, et là, il n'y a pas d'humain, du coup. Mais tu sais, souvent aussi, c'est parce qu'il y a toujours ce cliché. Beaucoup de gens pensent que la hache, c'est juste, il te suffit d'avoir un certificat médical et c'est bon. Là, il y a ça. Il y a de ça. Pas du tout. La dernière fois, je faisais un covoiturage avec un jeune, il devait avoir 20 ans, mais il était encore dans ses études, hein. Et il m'a dit, et l'autre personne était un psy.
Ah oui. Donc, tu vois, oui, non, mais à chaque fois, quand t'as envie, toi, de penser à autre chose, bon, tu tombes sur des gens. Et donc, ce petit jeune était en train de demander à l'autre comment il pouvait faire pour avoir un certificat pour passer à la hache parce qu'il avait pas envie de travailler et que du coup, ça lui faisait des tendances un peu dépressives. Bon, je sais plus comment il disait. Et moi, j'écoutais la conversation et je trouvais ça lunaire, tu vois, parce que à côté, quand t'as un vrai handicap, que tu souffres, voilà, mais c'est surtout négliger le parcours du combattant que c'est. Beaucoup de gens pensent qu'on fait, tu prends un certificat médical et c'est bon, voilà. Et puis c'est tellement complexe. C'est complexe et injuste. Parfois, parce qu'il y en a quand même, heureusement, tout le monde ne fait pas du mauvais boulot, mais bon, voilà, ça peut être injuste. Mais la RQTH, en quoi elle t'aide aujourd'hui ou même par le... Elle m'a permis de rentrer avec des contrats aidés en tant que BOE. C'est bénéficiaire d'obligations à l'emploi, voilà, dont les personnes reconnues comme étant handicapées font partie. Donc j'ai eu comme ça, j'ai eu la possibilité de rentrer après un stage à la fac. J'ai fait tous les ans au mois de juillet. Je savais pas si j'allais être renouvelé au mois de septembre. Donc c'était le suspense comme ça pendant 5 ans. Et j'avais le droit à 5 ans au lieu de 2 ou 3 ans de contrat aidé parce que j'avais ce statut-là. Donc la RQTH m'a aidé à ça et après à garder mon emploi et même à être titularisé en 2019, ce qui était absolument incroyable pour moi. C'est un jour d'être fonctionnaire, quoi. Ça ne me correspond pas du tout, on va dire, dans ma mentalité ou autre, mais je dois avouer que maintenant, je prends du plaisir quand je viens travailler, et aussi parce que je peux faire à la fac, et aussi parce que je peux faire les trucs que j'aime bien à côté, quoi. Dont le spectacle. Dont le spectacle. Essentiellement le spectacle, d'ailleurs, en ce moment. Et justement, ce spectacle, est-ce que tu veux nous parler des coulisses? Comment il se monte? Comment il se crée? C'est-à-dire... comment il se crée? Dans comment il se crée, il y a secret. C'est un signe. C'est un signe. En fait, j'avais envie. J'ai mis 2 ans facile à l'écrire. À l'écrire, à suivre des cours aussi de théâtre à l'école du One Man à Bordeaux. J'ai profité de cette école-là. En fait, j'ai rencontré une amie de mon frère. Et je lui ai dit, voilà, j'ai ce projet, je voudrais raconter ça sur scène, un truc que j'appelle un confestacle. Elle me dit, quoi? Un con quoi? Voilà, je lui explique le principe, bipolaire be happy, voilà. Et elle me dit, bon, à ce moment-là, c'est pas un cours de théâtre classique qu'il te faut, mais plutôt l'école du One Man. Le gars, il vient de Déclic Théâtre, le prof, là où sortent Jamel et compagnie, Jamel Debbouze. Et donc, j'ai fait pas mal d'impro au début. Mais l'impro tel qu'on me la proposé, ça me plaisait moyennement. Au début, j'étais tellement content de me resocialiser, d'échanger et puis de renouer avec la scène que j'avais connue quand j'étais en club. Et petit à petit, voilà, un jour j'ai proposé un extrait de mon confestacle que j'étais donc en train d'écrire à mon prof. Et là, c'est là que j'ai eu son avis sur ce que je comptais, ce que j'étais en train d'écrire, et ce que je comptais réaliser. C'était pas encore fini, l'écriture. Donc voilà, je suis resté 2 ans. Au bout des 2 ans, le truc il était écrit. Après, j'ai fait ça bénévolement pendant 5 dates. J'étais aussi père aidant pendant presque 3 ans à la Tour de Gassy, au C2RP, c'est à côté de Bordeaux. Et puis le C2RP m'a donné ma chance justement de présenter mon confestacle aux alentours de Bordeaux, dans les grandes salles et tout. J'étais super content. Et comme je le disais au début, c'est qu'au 1er janvier 2023 que j'ai décidé de me professionnaliser et de proposer, de vendre mon confestacle, non pas au plus offrant, mais de le proposer au plus grand nombre. Le but du jeu étant maintenant de le proposer au grand public. Et voilà, qu'est-ce qui plus ouvrir au grand public. Animé, qu'est-ce qui t'a donné la flamme, l'envie de faire un spectacle? C'était dans un processus de rétablissement? C'était vraiment l'envie de faire rire, déstigmatiser? Alors au début, c'était non, pas l'envie de faire rire.
pas dans le processus de rétablissement, bien que ça l'a été, parce qu'après je me suis aperçu au début, mais après l'avoir écrit et préparé et tout mis en scène, que c'était thérapeutique en fait. Mais moi, ça te fait un petit rappel régulier. Oui, c'est ça, oui. Tu te dis, ok, et puis après de se dire, ah ouais, mais alors je suis pas tout seul, ok, d'accord. Et après, ah oui, mais telle personne n'a pas vécu pareil, et quand je raconte ça, ça lui fait pas écho, ou donc il faudrait peut-être que je parle plus aussi de d'autres personnes, que j'intègre d'autres exemples, que les phases maniaques, tout ça. Après, faire rire, moi j'ai toujours fait le clown, quoi. En fait, j'ai toujours fait le con. C'est pour ça que j'étais géo d'ailleurs. Hein. C'est les seules études que j'ai vraiment réussi. C'était la sélection était facile pour moi parce que c'était t'étais payé pour faire la fête et faire rire. Là, pour le coup, c'était ça. Mais le Confestacle ne fait pas que faire rire. Je sais pas toi qui l'as vu. Oui, ça a provoqué des discussions dans la salle aussi. C'était et de l'émotion aussi. Il y a des gens qui pleurent. Moi, j'ai déjà vu des gens pleurer pendant le Confestacle. À certains moments, pas tout le Confestacle. Hein, mais... Ce qui est intéressant, c'est tous ces moments où on prend les choses avec beaucoup d'humour, parce que quand t'es dedans, c'est pas drôle. Mais parfois, avec le recul, je sais pas si t'as une anecdote qui te vient en tête. Tu sais, on en a parlé la dernière fois quand on avait pris un café. Et que je te parlais de toutes ces anecdotes d'hôpital où on se dit, mais on devrait tellement les écrire et les raconter. Tu sais, dans ma clinique, j'avais celui qui sautait les barrières, là, et qui récupérait sa voiture, qui partait à Andorre, il achetait des cigarettes, je sais pas comment il faisait. Bon, après, dans le privé, on n'est pas méga surveillé non plus, mais... Et il revenait, il faisait son trafic dans la clinique, sans que personne... voilà, c'est des trucs, c'est... Quand il penses sur le moment, tu te dis... mais c'est drôle. Mais oui, faut en rire. Mais bien sûr. J'ai failli rentrer d'Australie avec les ongles peints par un camarade de chambre qui portait des robes et avec qui j'aimais bien me promener bras dessus bras dessous pour visiter l'hôpital avec un pétard à la main parce que c'est lui qui m'en proposait alors que c'était pas conseillé évidemment, surtout dans mon état à l'époque. Et on avait un parapluie Barbie, je me rappelle, tout rose là, et on se promenait de bras dessus bras dessous tous les deux dans l'hôpital. Il me présentait aux soignants, au personnel soignant, tout ça. Et il fumait sous la douche. Enfin, il avait fait une cabine de douche. Il avait équipé son truc pour pouvoir fumer ses joints dedans. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, oui, un gars avec qui arrêtait pas de donner à manger du poulet ou du poulet au canard. Il donnait à manger du poulet au canard. Mais je lui ai dit, mais un jour, mais moi, ça m'avait choqué. À l'hôpital, il y avait un parc en face. Et je lui ai dit, mais ça doit être le diable qui t'inspire et tout. Et là, ça a marché direct. Le gars, il m'a dit, tu crois? Je lui ai dit, ouais. Hein. Et du coup, il a arrêté de nourrir les pauvres canards de poulet. Elle est marrante, celle-là. T'as parlé de la père aidance. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience de père aidant? Je peux. Le veux-tu? Oui, je le veux. Donc la père aidance, oui, c'était donc à la Tour de Gacy, au C2RP, un centre de rétablissement dans lequel j'avais fait des tests de mémoire. C'est pour ça que quelquefois là, je pars un peu, j'ai du mal à me concentrer quand j'écris ou quand je lis beaucoup, quand je lis. Voilà. Donc je fais mes tests de mémoire, 2 jours en ambulatoire. On en conclut que j'ai une capacité de concentration de 10 minutes quand je lis un texte, ce qui n'est pas beaucoup. Et qu'il faut que je pense à autre chose, pendant un moment, que je me remette sur le texte, etc. Donc c'est pas pratique quand tu bosses dans un bureau. Et à un moment donné, on m'a dit, est-ce que tu voudrais pas être père aidant? Parce que c'était donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'animais des réunions avec des patients qui souffraient de troubles psychiques. Et à qui je racontais mon expérience avec un petit PowerPoint, c'était pas le Confestacle, mais je racontais un petit peu mon parcours, les excès, tout ça, comment j'en étais venu là, un peu ce que j'évoque aussi dans le Confestacle, mais d'une autre manière, beaucoup plus posée. Et ensuite, j'accueillais avec une infirmière les familles de patients avec qui les proches aidants. Avec qui on échangeait aussi. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans bénévolement. Et tu n'as jamais eu l'envie d'en faire ton métier? Non.
Je t'en parle vu que c'est un peu mon actualité du moment. Je sais. Mais après, on n'a pas le même âge non plus. Moi, j'ai 22. Donc, à peu près. Enfin, ça fait quelques années que j'en ai 22. Mais oui. Non, mais on me l'a proposé à ce moment-là quand j'étais... Et puis je me suis dit, attends, j'étais fonctionnaire. J'ai fait tout ce parcours pour avoir un boulot stable, en fait. Tu vois, même si je préfère être sur scène que être derrière un bureau. Voilà. Donc après, je me suis dit bon ben voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. C'était pour moi à l'âge que j'avais à ce moment-là, c'était très bien. Et après, je poursuis le combat en amusant les autres, en informant les autres et en essayant de mettre un peu de lumière bienveillante sur tous ceux qui souffrent de troubles psychiques, pas que de bipolarité finalement. Et tu as écrit un livre aussi, non? Oui, aussi, oui. Mais qui est pas sur la bipolarité. Ah oui? Non, pas du tout. Ça s'appelle Les secrets de l'enchanteur. Et je l'ai écrit... alors ça, la dernière édition est sortie, je sais pas, il y a 1 an ou 1 an et demi, un truc comme ça. Elle a été relue, revue et augmentée, comme on dit. Et ça parle de tous les voyages, justement, que j'ai pu faire. Depuis celui dans le ventre de ma mère, donc depuis ma naissance, jusque l'armée où j'étais à l'armée aussi, mais obligatoire, hein, c'était pas... Oui, c'était encore l'époque du service militaire. Voilà, merci de rappeler mon âge, sans dire combien. Donc voilà, armée, tout ça, voyage à gogo, donc je décris toute cette période de géo, machin, de spectacle, j'écrivais des spectacles déjà à l'époque. Mais rien à voir avec le Confestac. Je suis le plus fier, c'est le Confestac. Donc le bouquin, ça parlait de voyage et ça finit mal, parce que ça finit avec la mort de mon père. Là où commence le Confestac. Le Confestac commence au moment où j'annonce le décès de mon père. Ok. Voilà. Bon, on arrive à la fin un peu de l'interview. Juste pour les personnes qui sont en situation de handicap psychique, et qui ont surtout besoin d'une reconnaissance un peu de leur statut spécifique et de leurs besoins. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Alors, enfin, je sais pas comment formuler ma question, mais qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes qui souffrent encore, qui sont dans la maladie? Et qu'est-ce que tu aurais surtout à dire aux employeurs, aux RH, aux institutions, de ton expérience, en fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui? Voilà, oui, c'est une question... C'est une lourde responsabilité, là, d'avoir à donner une réponse. C'est plutôt vraiment... un retour d'expérience. Alors, retour d'expérience, c'est ne lâchez rien. Voilà, ne lâchez rien. Et quand tout lâche, eh ben, acceptez-le. Parce que c'est par l'acceptation qu'à un moment donné, on finit par s'en sortir. C'est pas en luttant en permanence. Bon, enfin... Voilà le ressenti que je peux avoir par rapport à ça. Maintenant, il n'y a pas de solution miracle. Je ne suis pas vraiment Jésus, je vous l'ai dit. Donc, j'ai pas de recette miracle. Et après, par rapport aux soignants, aux politiques, à tous ceux aux RH, à tous ceux qui seraient censés en savoir plus sur le handicap en général. Handicap psychique aussi, c'est vrai que c'est assez tabou. Écoutez, soyez à l'écoute, soyez bienveillants, je leur dirais. La bienveillance, je pense que c'est quelque chose qui ferait avancer les choses et pas juste mettre les gens dans des cases, justement. Lui, tiens, il a, il peut s'en sortir ou il s'en sortira pas. On m'a quand même dit, quand j'ai fait un chantier d'insertion un jour, je l'ai appris par la suite, pendant le recrutement, on me l'a pas dit à moi, mais on l'a dit à un des formateurs qui me l'a répété des années plus tard, qui m'a dit, lui, ça doit être un camé, ils avaient dit ça doit être un camé, alors lui, on n'en fera rien. Et aujourd'hui, mais j'aimerais bien revoir ce mec, je sais qui c'est. D'ailleurs, il a été viré depuis, pas à cause de moi, mais sûrement à cause de sa façon de penser, de travailler. Donc si ces gens-là pouvaient un petit peu être plus humains, parce que finalement c'est ce qu'on est tous des terriens. Pour revenir au mot du début, et terrien, ça veut dire ce que ça dit, quoi. Terrien, quoi, à la base. Mais si, c'est un signe. C'est un signe. Je l'avais jamais vu comme ça, ce mot. Et est-ce que pour apprivoiser la bipolarité, toi, tu as des
des ressources, que ce soit des livres, des personnalités qui t'inspirent. Non, t'es pas trop dans ce truc-là. Ben Tu vois, d'apprivoiser la maladie. Non. Mais c'est ce que j'avais cru comprendre en fait de ta personnalité. Justement, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles. T'as les gens comme moi que ça les passionne et on a envie de tout apprendre sur notre maladie et les traitements. Et franchement, je te dis un truc, s'il fallait pas repartir pour 10 années de médecine, je rêverais d'être psychiatre, quoi. Vraiment, D'accord. Mais c'est surtout aussi de comprendre tous les mécanismes. Après, quand c'est un trouble de personnalité, c'est encore différent parce que ça marche plutôt par de la thérapie. Donc, faut comprendre un peu tous les mécanismes et pourquoi tu penses comme ça. Et bon, c'est assez différent, par exemple, de la schizophrénie, du trouble bipolaire ou bon là c'est surtout aussi du traitement, mais oui il y a les personnes comme ça, dont je fais partie, et de l'autre côté j'ai l'impression qu'il y a les personnes comme toi de terrain, qui n'ont pas non mais qui ont sur le terrain, ouais, qui ont pas spécifiquement envie de se lancer à fond, quoi, à tout apprendre de la bipolarité, lire des bouquins sur la bipolarité, regarder d'autres personnes. Alors, voilà, c'est tout à fait ça, et c'est très bien qu'il y ait ces deux expériences et façons de procéder pour avancer. Je trouve c'est très bien, comme ça correspond à plus de monde possible. Mais je me rappelle, si j'ai lu une fois, je me suis renseigné, c'était en Australie, au moment où j'ai appris que j'étais maniaco-dépressif, je l'ai appris en anglais en plus. Le mec, il me fait le to-be, le chef de village, il me fait le psychiatre, you are manic. Alors je me dis manique, c'est quoi? J'avais un petit dico français-anglais, je regarde maniaco-dépressif. Je dis ok, je suis maniaco-dépressif, ok, d'accord. Ben voilà. Et après, j'ai vu ce que ça faisait, sans savoir ce que c'était. Et en fait, j'avais plus envie que ça me fasse des trucs comme ça. Mais bon, comme on le disait 20 ans plus tard, quoi. Voilà, il faut être patient dans tous les sens du terme. Et tu témoignes de ton expérience et surtout tu assumes tout. J'ai l'impression que ça t'a libéré complet, de fou, comme tu dis. Bah non, mais parce que c'est aujourd'hui on s'en rend pas compte, mais je suppose que c'était pas évident. Je veux dire, on va sur Google, on tape Thierry Rebolo, premier truc, on tombe sur ton site, voilà, je suis bipolaire, et ça, je pense que ce stade-là, tu l'as dépassé il y a longtemps. Mais au début, c'est pas, je pense que quand on est diagnostiqué, c'est pas le premier truc qu'on se dit, tu vois. Ah non, je l'ai caché. On le garde bien secret. Ah ben je sais bien, oui, on passe par là forcément, et tout le monde n'est pas obligé de le crier sur tous les toits, et puis mais par contre l'assumer, l'accepter, l'assumer, ça c'est la clé de la réussite pour soi-même, quoi, pour se sauver. Et ben écoute, je te propose qu'on s'arrête là. Est-ce que on peut te souhaiter quelque chose pour la suite? Est-ce que tu te projettes déjà dans de nouvelles choses ou vraiment centré sur ce qu'on fait stack, le bipolaire bi-happy? De nouvelles choses, ça va être... De toute façon, encore une fois, le Confestacle, il est vraiment vivant. Déjà, c'est du spectacle vivant quand on est sur une scène, voilà, c'est vivant. Mais il est vraiment vivant de telle sorte que moi, je me dis, mais ah oui, c'est vrai, ils ont raison. Là, j'avais pas dit ça, j'avais pas fait ça. Et je me rends compte que là, il y a des gens. J'ai eu un appel encore hier, par exemple, un SMS plus exactement, de Paris, de quelqu'un qui me disait, tiens, je suis à Paris, je te fais de la pub parce que ça intéresse de plus en plus de monde. Et moi, je rêve que de ça. C'est pas seulement d'être reconnu, mais en parler le plus possible, avoir de la lumière sur moi. C'est sûr, ça va me faire du bien, une certaine reconnaissance. C'est énorme, quoi, comme combat. Donc évidemment, ça fera du bien. Donc la suite pour moi, c'est le Confestacle, bipolaire, bi-happy, mais en mieux, à chaque fois. C'est ce que quand on me demande qu'est-ce que tu fais après, je dis le Confestacle, mais en mieux. Voilà. Et si quelqu'un qui nous écoute a envie de le programmer, ce spectacle, il te contacte via le site? Ils peuvent me contacter via mon site, c'est-à-dire thierry-rebolo.com. Voilà. Ou oui. Ou ton Instagram, j'allais dire. Ou mon Instagram. D'ailleurs, c'est chronophage, donc j'ai beaucoup de mal à poster des trucs. Mais t'as eu l'occasion d'aller y faire un petit tour. Tu m'as dit. Ah oui, parce qu'il y a les photos que tu as prises en Australie, et c'est assez marrant parce qu'elles sont prises
C'était pas un jetable, non, mais c'était les appareils Alors, je sais avec plus des si c'était retardateurs. ouais, je sais plus si c'était un jetable. J'ai oublié ça par contre. Mais du coup, c'est marrant parce que là, on a les images de 1922. Non mais non, on a les vieilles images de Thierry en train de décompenser, qui se prend en photo. C'est ça. Avec le smile. Ouais. Ouais. Le smile jusqu'aux oreilles, alors qu'à l'intérieur, c'était la tempête. Et c'est quoi le nom du compte? C'est Thierry Rebolo? C'est THIE2RY, donc Thierry, tiré oui. du 6, REBO2LO, rebolo.com. Et l'Insta, c'est, je sais pas comment on dit d'ailleurs, arrobas ou Thierry, Rebolo Thierry. Rebolo Thierry. Et je me rends compte que je t'ai même pas posé la question signature du podcast. Mais tu vas voir, est-ce que tu te sens militant? Est-ce que le terme militant aujourd'hui, avec les activités que tu fais, que ça a été de la pérédance, de faire le psychodon, le spectacle, est-ce que tu te sens militant? Et sinon, quel autre terme pourrait aller? C'est une très très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Militant, forcément, je m'en rends compte maintenant que Alors non. C'est quoi pour toi être militant? C'est ça. Ouais. Comment tu le définis? Militant, pour moi, il y a un côté engagement presque politique, presque être convaincu à 100% que c'est vers là qu'il faut aller et tout. Et moi, c'est pas du 100%. C'est comme ça touche mon expérience, que je suis encore une fois qu'humain, la plupart du temps. J'essaie de faire du bien en racontant mon histoire qui finalement se finit bien. Et en espérant, donc je suis un doux rêveur en fait, en espérant que mon expérience fasse du bien aux gens et que ça permette à des gens qui sont malades, qui sont concernés, ou pas par un trouble psychique. Là, il y a un truc qui me revient. Pour finir, il y a une personne une fois sur un fauteuil roulant qui est venue me voir et qui m'a dit, parce qu'il y a un passage, je peux le dévoiler, dans le Confestacle, où je dis à une personne qui est sur un fauteuil roulant, je me prends pour Jésus dans un EHPAD, et je lui dis, lève-toi et marche. Parce que je suis convaincu qu'elle va pouvoir marcher, cette personne. Et cette dame, cette jeune femme qui est venue me voir sur son fauteuil à la fin du Confestacle, me dit, j'aurais bien aimé que ça tombe sur moi, parce que, elle était morte de rire. Elle me dit, moi j'étais un peu gêné. J'aurais bien aimé que ça tombe sur moi, parce qu'en fait, je suis sur fauteuil roulant de manière intermittente. Donc j'aurais pu me lever, rien que pour voir votre tête. Donc voilà, si ça peut faire du bien. Militant, pour moi, ça me paraît être un terme beaucoup plus fort, je pense pas. Ouais. J'avais oublié que tu avais aussi travaillé en EHPAD. Oui. Tu avais plein de choses. Ouais. Et il y avait une question que tu aurais aimé que je te pose quand même, pour pas que tu partes frustré, ou quelque chose que tu voulais ajouter? Ou pour toi, on a fait le tour? Pour moi, bien que ce soit passionnant, fait le tour. J'ai bien aimé cette conversation. Tu as aimé ton expérience sur À Voix Libre? Exactement, ouais. Je recommande d'ailleurs. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast? On peut le retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud et maintenant sur YouTube. Donc à peu près partout en tapant À Voix Libre. Tu sais, c'est pas très compliqué. Je ne sais plus comment j'ai fait ça en 2020 quand j'ai créé le podcast. Ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à le faire avec un tuto. Et aujourd'hui, quand je poste en fait sur SoundCloud, qui est mon hébergeur, ça arrive sur toutes les autres plateformes. C'est génial. Comment j'ai fait, je ne sais plus. Et voilà, c'est Jésus. C'est Jésus, je pense. Non, vraiment, j'en ai aucune idée. Ouais. Mais en tout cas, bravo. Franchement, tu assures, moi. C'est un podcast, artisanal, qui prend du temps et qui suit en fait mon propre parcours. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'à chaque fois, je fais des rencontres sur des thématiques qui moi-même m'inspirent. T'as parlé de père et danse. Là, je suis en train de réfléchir à faire un diplôme pour devenir médiateur de santé père. On s'est rencontrés à la fac de Bordeaux. Là, on peut parler de RQTH, de handicap psychique. C'est des questions qui me taraudent beaucoup en ce moment, parce que je me rends compte que le système, il est nul et qu'il y a plein de choses à revoir. Donc voilà. Et à la base, À Voix Libre, c'était l'idée d'aller rencontrer des militants, des personnes engagées. Et quand je l'ai fait, ça partait plutôt sur l'écologie, ce genre de choses. Et grâce à ma propre décompensation, eh bien, ça a pris le chemin du militantisme sur
les troubles psychiques, d'abord avec Abigail sur le trouble borderline, puis on a parlé des addictions. Et voilà, ça suit un peu mon chemin et c'est au gré des rencontres. Et je suis très contente parce qu'il y a que 2 épisodes qui ont été tournés à Bordeaux. Ok. Voilà. Et je voulais juste ajouter une chose. Tu vois que t'as des choses à dire. Ouais, juste une chose quand même, parce qu'on parlait de comment ça se passe dans les entreprises, tout ça et tout. Je dois reconnaître que à l'université de Bordeaux, qui est mon employeur, à qui je fais pas de cadeaux sur scène, parce que c'est comme ça. Mais il y a un service, un pôle handicap vraiment très très performant, on va dire, très efficace, très engagé, très militant. Voilà, tiens, pour le coup, ce sont des gens qui sont militants. Et je peux même donner des noms ou pas? Si tu veux. Ouais, par exemple, c'est le pôle, le service de monsieur Éric Dugas avec qui est le responsable, le chargé de mission, avec madame Nathalie Constant, voilà, et puis toutes les ambassadrices et les ambassadeurs, parce qu'il y a des ambassadrices et des ambassadeurs handicap pour tout type de handicap. Voilà, à l'UB, comme on dit, l'université de Bordeaux, où nous sommes aujourd'hui. Où nous sommes en train d'enregistrer. Et c'est une très belle fac, d'ailleurs. Ouais, c'est bien. En tout cas, celle de droit. Oui. Et la nouvelle antenne de psycho aussi. Mais... Exactement. Voilà. En psycho aussi, il se passe des choses, forcément. Et heureusement, d'ailleurs, c'est grâce à la fac de psycho qu'on s'est rencontrés. Exactement. Voilà. C'est vrai. Et à Madame Proutot. Madame Proutot, Antoinette. Voilà, si elle passe par là. Eh ben, je te remercie d'être venue derrière le micro d'À Voix Libre, de t'être prêtée au jeu. Ça m'a fait vraiment très plaisir et surtout de pouvoir le faire à Bordeaux, ne sachant pas quand est-ce que je vais pouvoir y revenir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et à très bientôt. Merci beaucoup. Cet épisode en compagnie de Thierry Rebolo est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu et j'ai hâte d'avoir vos retours sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube où le podcast est désormais disponible. Et pour plus de ressources, mais aussi un petit édito à chaque fois de ce qui se passe pour moi personnellement et sur le versant militant, je vous invite à vous abonner à la newsletter sur avoixlibre.substack.com. Je remercie bien évidemment mon ami Alexandre aux platines de montage et vous toutes et tous qui écoutez et faites vivre ce podcast. Je vous souhaite un très bel été 2024 et d'ici là, n'oubliez pas, engagez-vous.